Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse arriver tranquillement dans cette session et puis on va attaquer dans 2-3 minutes avec en compagnie d'Anne Richer, qui est consultante, qui se présentera dans un instant. On va faire ensemble une session spéciale sur l'aspect opérationnel de la facture électronique. Vous verrez, c'est vraiment très intéressant. D'autant plus que Anne est une praticienne du sujet puisqu'elle travaille dans des TPE, PME pour lancer les opérations très concrètement, derrière un audit et tout un tas de choses derrière. Donc elle va vous en parler. J'ai moi-même eu l'occasion de travailler avec Anne pour mes propres sociétés. Donc je peux vous dire que c'est quand même très intéressant et on descend vraiment beaucoup dans le détail et je crois que c'est essentiel de faire ce travail-là notamment dans des boîtes un petit peu structurées qui ont des outils ou qui ont besoin éventuellement d'adapter leurs outils. On va en discuter, mais c'est vraiment un travail essentiel. Donc, c'est bien que vous puissiez vous accaparer quelques idées, quelques méthodes que Anne va vous partager. Hein, vous verrez, restez jusqu'à la fin. On va vous proposer d'aller un peu plus loin éventuellement avec Anne et via des modules de formation qui se dérouleront à partir de début janvier ou début ou fin janvier, peut-être plutôt, puisque Anne a un planning, un agenda très très chargé en mode star de la grande musique, voilà un petit peu comme une, euh, une chanteuse d'opéra qui a des agendas bloqués sur 3 ans. Bon là c'est pas 3 ans, mais Bon, non, pas sur 3 ans, j'aimerais bien. c'est 3 mois, c'est 3 mois, c'est déjà ça. Déjà 3 mois, c'est pas mal. Bon, alors on est tous les deux très très enroués, donc vous nous pardonnerez, on a des voix un peu d'outre-tombe parfois. Mais ça va bien se passer, on va s'en sortir quand même. On a pris des tisanes et on va parler pendant 1 heure et demie, en tout cas j'espère. Allez, on va lancer la session, 2h33. Bon, les derniers retardataires nous rejoindront tout à l'heure. Alors, avant de donner la parole à Anne, je vais vous partager mon écran et on va regarder un petit peu le programme des opérations, on va dire, de la session. Hop, voilà. Voilà, je pense que là, vous êtes avec mon écran, l'écran du diaporama. Anne, vous me le confirmez, vous voyez. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Donc, notre Anne Richet, qui est basée en région nantaise, hein, si je ne dis pas de bêtises, Anne. C'est ça. Voilà. Donc, un petit rappel, comme d'habitude, hein, vous retrouverez tous les replays de ces webinaires, tous les supports, diaporamas, etc. sur la page web que j'affiche à l'instant. Hein. Donc, à chaque fois, on a toujours le support de la semaine dernière en plus, et puis celui du jour. Généralement, on vous met ça en place au plus tard le dimanche soir. Vous avez tout qui est prêt. Voilà. Rappelez-vous que vous avez le livre blanc qui est disponible sur cette adresse-là. Donc, n'hésitez pas à aller le demander. Et donc, en termes de programme, je vais juste faire un petit rappel de 3 éléments hein, qui ont trait à la facture électronique. On va rester quand même dans notre sujet. Bien sûr, je vais donner la parole à Anne abondamment, puisque c'est elle qui va faire. Je vais me reposer aujourd'hui, c'est elle qui va faire tout le travail. Donc, ça, c'est super. J'adore. Et donc, elle va nous parler un peu de sa méthode de réflexion et d'accompagnement pour déployer la facture électronique dans une entreprise. Évidemment, elle a réfléchi par rapport à votre fonction d'expert comptable hein, et au fait que vous ayez pas mal de monde assez différent finalement dans vos clientèles. Hein, et donc, elle va essayer de vous donner un certain nombre d'idées et de choses très opérationnelles pour travailler avec vos clients. Elle vous parlera des impacts de cette réforme de la facture électronique et elle finira par quelques slides sur tout ce qui est automatisation du processus de gestion des factures, hein, avec peut-être l'idée que
on n'est pas obligé toujours de bouleverser tout ce qui se passe chez le client en termes d'outils et qu'il y a moyen peut-être de compléter des choses qui existent déjà par des dispositifs dont Anne vous parlera tout à l'heure en fin de cette session. La prochaine date et le prochain thème de nos webinaires, hein, c'est des choses que je pensais faire il y a 15 jours en arrière et puis que j'ai repoussé. Hein, je reviendrai sur les nouveautés de l'IA qui sont en train de pousser à une vitesse absolument phénoménale. C'est un festival, un feu d'artifice de nouveautés chez tous les grands éditeurs mondiaux de l'IA, hein, de l'IA générative notamment. Et donc, c'est complètement dingue. Et donc, je vais essayer de vous faire une synthèse de tout ça, tout ce qui s'est passé depuis 3 à 6 mois, et surtout de comment ça pourrait vous servir à vous en tant qu'expert comptable, et évidemment pour vos, si possible, pour vos collaborateurs. Alors, petit rappel pour démarrer, un autre kit qui permet de capter des datas. Alors, on vous l'avait dit, hein, on se plug à des outils comme Pennylane. Il est bien possible qu'on se plug à des outils comme Cegid ou à MyUnisoft, par exemple. Et puis, au pire, on récupère une extraction en format CSV et on l'intègre très facilement dans la base de ce kit Smart Facture. L'idée étant de vous aider à travailler plus vite, hein, à éviter de sursaturer, comme je le dis dans la diapo, vos équipes en pleine période fiscale, parce que ça va arriver à partir de janvier prochain. Et donc, voilà, ils sont déjà très occupés. Vous aurez quand même besoin d'eux pour en faire un peu plus. Et donc, autant que ça se passe de la meilleure façon possible. Ce que j'ai rajouté par rapport aux dernières fois, c'est qu'on a travaillé sur une réflexion en termes de marketing-vente de la mission et de facturation également de cet accompagnement. Hein. Et donc, effectivement, ça, l'objectif est de rentabiliser tout le temps de travail que vous avez passé sur vos clients. Et même avec ne serait-ce que deux, trois missions chez des clients, vous allez largement rentabiliser cet outil. Mais également, si vous consommez des modules qu'on vous présentera à la fin de ce webinaire, hein, organisé par Anne, vous verrez que vous allez bénéficier de choses très, très concrètes et très opérationnelles pour aller plus vite et mieux face à vos clients. Donc c'est quand même assez rassurant de se dire que on sera dans les clous, hein, puisque les dates sont impératives, on va dire, avec des sanctions, comme je l'ai dit la dernière fois, qui ont augmenté en principe. Donc autant rester dans les clous et ne pas faire de dérapage par rapport à ça. Donc vous avez un lien, je vous mets en pied de diapo. Ça, je vous l'avais également montré la dernière fois, donc le nouveau benchmark là, des plateformes agréées. Hein, il y avait une première édition au mois de mai. Il est ressorti il y a quelques jours une deuxième édition, là au mois d'octobre, hein, mi-octobre à peu près. Et donc, je crois que vous avez à peu près 80 plateformes qui sont analysées. Bon, c'est toujours intéressant de le parcourir, peut-être notamment sur des professions un peu spécifiques qui ont souvent des PA qui leur sont dédiés, comme Digipharma ou comme d'autres. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu ce que ces outils-là seront capables de faire. Et puis un petit rappel pour finir aussi, hein, un guide édité par l'Ordre et donc qui est sorti au mois de septembre, je pense, au moment du congrès. Voilà. Et encore une fois, le lien pour le télécharger, sachant qu'en plus, dans ce guide vers la fin, en page 112-113, vous avez beaucoup de liens vers des ressources. Donc ça peut être intéressant aussi pour compléter vos connaissances, pour compléter tout le matériel nécessaire pour enclencher toute la démarche. Voilà, j'en ai fini pour cette petite introduction. Je vais donc donner la parole à Anne Richer de la société Ambiceo, hein, qui va vous exposer quelque chose qui va sûrement vous intéresser énormément. Alors, je vais laisser Anne se présenter. Il y a une petite diapo qui est ici. Hop, voilà. Et je vous laisse la parole, Anne. Et puis, de temps en temps, je ferai peut-être une petite intervention à certains moments, mais c'est vous qui avez la main maintenant.
Merci Stéphane. Alors bonjour à tous. Donc Anne Richer. Donc moi aujourd'hui j'ai créé Ambiceo en 2022 après 8 ans d'expertise cabinet d'expertise comptable parce que je ne suis pas expert comptable, mais en début de carrière et 23 ans de DAF dans le milieu du bâtiment notamment. Aujourd'hui, donc en BCO, j'interviens. Alors, je l'avais créé au départ sur un outil de reporting financier automatisé, qui peut très bien d'ailleurs être couplé à vos outils également pour pouvoir automatiser votre reporting et créer des indicateurs au fil de l'eau pour vos clients. Surtout que maintenant, avec l'arrivée de la facture électronique, vous allez pouvoir, je pense, sortir des données beaucoup plus rapidement et avoir un suivi mensuel beaucoup plus cadré, hein, chose que vous ne faisiez peut-être pas avant, mais là, ça va vous donner de nouvelles opportunités là-dessus. Donc, Ambiceo peut agir là-dessus. Et puis, je fais quelques missions de DAF à temps partagé, bon, sur des opportunités qu'on me présente, mais c'est pas ce que je cherche. Et aujourd'hui, en fait, j'agis beaucoup par rapport à à l'arrivée de la facture électronique. Et donc, j'ai créé un diagnostic de maturité pour accompagner les entreprises dans leur conformité vraiment sur la partie client, hein. Donc, je les accompagne en faisant déjà une petite réunion d'information globale avec toutes les équipes concernées par la facturation. Mais quand je dis la facturation, y compris les personnes qui créent les fiches de tiers, hein, parce que je pense que vous avez compris que la donnée est hyper importante dans le cadre de cette loi. Ensuite, on va regarder les cas d'usage, on va regarder les flux entrants-sortants pour déterminer les besoins en invoicing et reporting. Et également les besoins en matière de plateforme agréée. Et puis on finira par l'étude des données dans le système d'information. Alors là, je mets vraiment un focus sur les personnes qui ont leur ERP en interne et qui ont un service informatique qui maintient en interne l'outil comptable, enfin l'outil de facturation, je dirais, hein, parce que souvent il y a un ERP qui est couplé à un outil comptable derrière. Et donc en fait, moi je m'adresse beaucoup aux sociétés qui ont ce service informatique, qui vont avoir à gérer la création du fichier d'invoicing ou voire d'e-reporting à partir de ces outils-là, quoi. Donc voilà comment se présente un petit peu le diagnostic. Et donc après, ça donne toutes les mains en carte, enfin toutes les cartes en main, ça donne mais vraiment toutes les mains en carte. Là, je vais pas y arriver aux entreprises avec vraiment les étapes qu'ils ont à suivre pour mettre en place leur projet de facturation électronique. Donc voilà, cela dit, donc maintenant on va pouvoir continuer. Avec Stéphane, on s'était dit que ça pouvait être un petit peu sympathique de commencer par des petites questions qui concernent la réforme. Alors on n'a pas fait de questions, enfin sondage. Cela dit, ce serait peut-être bien sympa que si vous le souhaitez, de mettre les réponses dans la partie chat pour voir un petit peu votre niveau de compréhension. Donc, on va commencer par ces petites questions-là. Allez, On en a c'est quatre. parti. La première question. Je vous laisse les lire, Stéphane. Donc, un salarié effectue un achat pour le compte de son entreprise. Il paye avec sa propre carte bleue. Que devra-t-il demander au fournisseur? Et là, je crois qu'on a trois ou quatre réponses possibles. Trois, ouais, trois à chaque fois. Voilà. Allez, je vous laisse marquer A, B ou C dans le chat. On va voir un petit peu la répartition des réponses. Donc, jouez le jeu, hein. C'est intéressant que vous puissiez vous benchmarker un petit peu par rapport à ces questions, si vous avez un avis. Et si vous n'avez pas d'avis, qu'est-ce qu'on peut leur demander de saisir, Anne? Bah, Zéro, ça zéro. serait bien qu'ils mettent la réponse quand même. Une petite lettre. C'est juste une petite lettre. Allez, on attend vos réponses, sinon on n'avance pas, hein. C'est pas difficile. Si on n'a pas de réponse, on arrête tout de suite le webinaire. Donc là, allez, à vous de jouer. À vous de Allez, à vous de jouer. jouer, jouer. Bon, est-ce qu'elle est très très difficile, Anne, cette première question? Parce que là, ça met un peu de temps, hein, pour avoir les réponses. Bah, logiquement, enfin, c'est des connaissances sur la réforme, quoi. Donc, Bon, voilà, les réponses arrivent. on n'est pas riche encore pour l'instant. Alors, sur les autres questions, on fera un petit point en fin de webinaire avec Stéphane, parce que je vois qu'il y en a déjà une. On vous répondra en fin de webinaire.
La création d'une entreprise, ça c'est Jérôme qui nous dit la création d'une entreprise, sous quel délai doit-elle s'inscrire sur une PA? Bon, là c'est une autre question, ça on verra. Hmm. Donc j'ai des réponses C, B, ouais, Ouais, facile. J'ai C ou B, c'est tout. Voilà. Bon, alors la réponse à cette question, c'est la C en fait. Hein. Donc le salarié devra faire établir au mieux, hein, c'est vraiment la meilleure des solutions, faire établir une facture au nom de la société et se faire désigner comme tiers payeur. Ok, On passe allez. à la deuxième. La deuxième, mon client réalise des factures alors de RFA. Alors RFA pour moi c'était c'est pas sûrement pas ça. Non, c'est Euh, pas la République fédérale allemande. oui c'est ça. Moi j'avais ça en tête uniquement. C'est Non, quoi c'est les remises arrière annuelles. D'accord. En début d'année, pour des flux de N-1, quel type de document devra-t-il établir? Et là, on a également trois choix pardon, possibles. Une facture commerciale, un avoir pour une remise globale, un avoir avec référence à l'année précédente. Alors là, pareil, à vous de jouer. A, B ou C. Alors, on a Sydney qui a dit B. Non, c'était sur la première Ah, réponse. c'était la La première. première Oui, question. oui, d'accord. Ah, là, on commence à voir la première réponse de Frédéric. Allez, soyez pas timide, on ne retiendra pas vos réponses. Hein. C'est juste histoire de vous faire prendre conscience un petit peu de ce qui va se passer dans les entreprises après. Parce que vous avez votre point de vue en fait en tant qu'expert comptable, et ce qu'il va falloir aussi, c'est de transmettre le savoir à vos clients. Et le but est vraiment de pouvoir transmettre le savoir à vos clients à travers les propos qu'on va avoir aujourd'hui en fait. Hein. Bon, là, tout le monde a répondu C apparemment, hein. Donc, eh bien non, c'est un avoir pour remise globale. Ah, ah. On va distribuer les mauvais Mais points c'est pas aussi. grave, c'est bien, c'est bien. Les images aussi, mais bon. Au moins, il y a le courage de répondre et je trouve ça très Non, mais bien. c'est bien, c'est bien. On citera pas de nom, Non, 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 on on s'en dénoncera fiche. personne après. Voilà, c'est juste pour Alors, vous montrer la différence entre ce que vous pouvez ressentir en tant qu'expert comptable et vos besoins internes en cabinet et ce que l'entreprise va devoir savoir. un salarié a fait une dépense dans un commerce en tant que B2C. Il revient et demande une facture a posteriori au nom de son entreprise. Quel cadre de la facturation devra indiquer pardon, le fournisseur? Et là, on a également trois possibilités. Dépôt d'une facture de bien déjà payée, dépôt d'une facture de bien ayant déjà fait l'objet d'un e-reporting, facture avec statut archive only qui ne sera pas envoyée via la PA. Allez, Ouais, Jérôme, on va répondre à votre question oui, oui, après les réponses de la troisième. on garde précieusement évidemment euh, où est-ce qu'on a des réponses là? Ah, ça y est. Hop. Alors, euh, j'ai une question de Jérôme qui dit quelle différence entre B et C? Oui, c'était sur la question 2. J'ai dit C'était sur la qu'on question allait 2. revenir après dessus. Alors, la réponse à la question 3, c'est en effet, c'est la réponse C. Il faudra faire une facture avec un statut archive only et du fait de ce statut archive only, ne sera pas envoyé via l'APA. Alors, Jérôme, pour la question 2, la différence entre un avoir pour remise globale et un avoir avec référence à l'année précédente, en fait, il y a des types de factures qui vont être établis et l'avoir pour remise globale est vraiment un type qui est vraiment qui est spécifique pour ces types de RFA. Cela dit, il devra faire référence à l'année précédente dessus. Hein. Donc, vous devrez noter dessus qu'on fait un avoir pour remise globale et qu'il concerne l'année précédente avec les dates du 1er janvier au 31 décembre. La quatrième, Anne, Oui. mon client B2B refuse ma facture. Comment dois-je gérer? Et là, on a également trois réponses. Faire un avoir statut déjà payé et envoyer un cycle de vie encaissé de la facture initiale. Annuler ma facture et l'en informer. Faire un avoir avec statut archive only sans l'informer. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose?
Ah, Sydney, je vous ai quand même collé une fois. Je suis contente. L'idée. Je rigole. Ouais. Alors, Il était la plutôt pas mal, réponse. Sydney, depuis le début, là, je crois. Ouais, ben oui, oui, je regardais, et Très là, il n'y a bonne pas la élève. réponse. Bon, il y a Alors, la Frédéric. réponse, c'est C, hein. On est vraiment pareil que ce soit rejet ou refus, il faudra faire un avoir avec un statut archivolnique qui n'est pas envoyé après par les PA. Ok. Donc vous voyez qu'en fait la réforme, eh bien finalement nécessite quand même pas mal de connaissances, qu'on a, bah voilà, des connaissances qui sont un petit peu enfin tout ce que je participe. On voit que ça commence à rentrer un petit peu plus en profondeur dans les données qu'on nous donne, du moins dans le niveau d'information qu'on peut nous donner. Cela dit, moi quand j'interviens, je vais beaucoup plus loin et j'apporte le côté pratique. C'est-à-dire que demain on a cette loi. Tout le monde, maintenant, je pense que tout le monde commence à connaître ce qu'est l'invoicing, l'e-reporting. Bon, je le fais chez mes clients, c'est normal, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, quand j'interviens maintenant vers des comptables ou autres, enfin, notamment vers de l'expertise comptable, je me dis que ça, c'est des notions qui doivent être données et je vais plus m'arrêter sur de la pratique et comment finalement demain, moi, en tant qu'expert comptable, ou mes clients vont devoir travailler pour pouvoir répondre à la réforme et ce qui a été prévu en fait dans les textes. Donc là, on va passer à la slide suivante. Voilà, donc là, c'est le titre exact du déroulé que va mener Anne dans un premier temps. Hein, voilà, donc ce que je vous dis, c'est vraiment l'impact que cela va avoir, autant chez vous en tant que cabinet que chez le client. Donc là, on va parler de la réforme en général sur ce premier slide. Dans ce premier slide, je reprendrai après des points derrière. Donc ça, c'est vraiment pour donner une vision globale du projet. Donc on va déjà travailler sur le contenu de la réforme. Donc au sein du cabinet, bah, il va falloir quand même former les équipes. Et surtout chez le client aussi, l'en informer, mais surtout l'informer des nouvelles données qui sont attendues, hein, et que la donnée, elle a toute son importance puisque un sirène erroné, c'est une facture qui va être refusée demain. Donc là, il y a tout un travail de mise à jour des bases de tiers qu'il va falloir réaliser. Alors, moi, vous pouvez le faire sur votre outil. Bon, on parle beaucoup de Penny Lane. Je ne connais pas trop les autres outils, mais Penny Lane permet fait de la facturation. Il faudra que les comptes de tiers, que ce soit client ou fournisseur, soient mis à jour. Qui va les faire? Comment vous allez peut-être l'automatiser? Donc ça, tout ça, ça se réfléchit. Et c'est pareil, il va falloir sensibiliser les clients sur la saisie qu'ils feront lors de la création de leur fiche de tiers. Je peux témoigner, Anne, quand on a travaillé ensemble, je crois que c'était début de semaine dernière, le nombre de champs qu'il faut compléter pour avoir une facture qui soit conforme, c'est assez monstrueux quand même, hein. Et je pense que là, il y a un peu de travail dans les entreprises pour faire une mise à jour assez sérieuse, hein, quand même. Oui, tout à fait. Et il y a des secteurs d'activité qui vont être beaucoup plus concernés que d'autres. Alors, je connais pas tous les secteurs d'activité. Bon, vous avez compris que le bâtiment, c'était ma prédilection parce que j'y ai quand même passé 23 ans et que mes parents étaient artisans dans le bâtiment, donc ça me suit depuis mon enfance. J'ai fait pas mal aussi d'audits au niveau dans l'agriculture. Et en fait, ça, ce sont vraiment deux gros secteurs qui sont concernés par vraiment des données complémentaires avec un gros, gros travail à faire. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Après, il va falloir aussi parler, donc quand on parle de réforme, donc on a l'établissement de la facture, mais on a aussi après tout le traitement de la facture qui est fait, bah, un chez le fournisseur et d'autres chez le client avec les rejets de facture, hein. Et donc ça, c'est pareil, comment je le gère, comment il va falloir le faire. Donc tout ça, cette information-là, c'est pareil. Il faut la redescendre chez le client, savoir comment vous allez gérer les cycles de vie et avoir chez vous l'impact que ça peut avoir, surtout si vous faites de la précomptabilisation. Donc là, c'est très très important, surtout dans le cadre du pré-remplissage de la déclaration de TVA, hein, qui, vous savez tous, est un des objectifs de la réforme. Et après, on rencontre un autre problème, surtout dans les clients qui s'adressent uniquement aux cabinets d'expertise comptable, qui n'ont pas de clients en interne. C'est donc la nécessité de mettre en place un outil de facturation, hein.
On aura toujours la possibilité d'envoyer un fichier Excel à la PA sur certaines PA, certes, mais bon, je pense que là maintenant, il va falloir cadrer un petit peu plus les choses et peut-être à vous de proposer des choses pour leur faciliter la tâche et améliorer la digitalisation également dans ce sens-là et surtout avoir un meilleur suivi de la piste d'audit fiable. Juste Après, un petit mot, j'en profite, puisqu'on parle de compléter des bases tiers notamment. Le kit peut tout à fait vous aider à faire ça, sachant que dans le kit, on a travaillé surtout au point de départ pour vous donner à vous, cabinet, le moyen de cartographier tous vos clients, toutes les données de vos clients, de segmenter ces clients et d'avoir une stratégie, on va dire, pour déployer. Mais ça pourrait tout à fait vous aider à récupérer ou à aider vos clients à récupérer toutes les bonnes données de façon extrêmement solide pour qu'ils puissent alimenter après leur outil de facturation notamment, mais pas que, ça peut être peut-être une gestion d'achat ou d'autres outils. Toujours est-il que dites-vous que c'est ce travail de collecte additive qui est très important. Ça peut prendre beaucoup de temps à beaucoup de monde. Et donc là, plus vous allez aider vos clients et vous-même avec ce genre de choses, mieux les gens s'en porteront et apprécieront votre accompagnement, à mon avis. Ok. alors après, donc, on va regarder l'analyse des flux. Alors, enfin, moi, c'est vrai que dans les flux, j'ai un petit peu deux choses dans mon esprit. En fait, quand je lis sur les réseaux et autres, tout le monde parle du flux qui est lié aux outils comptables. Et les flux, c'est voilà le comment ça fonctionne entre mes outils, comment ça communique et tout ça. Alors, oui, il y a cette partie-là, en fait, donc que j'aborde également avec mes clients. Moi, après, les flux, en fait, je me base plus sur les flux, ce que j'appelle entrant-sortant, hein, donc mes types de vente, mes types d'achat. Et donc ça, en fait, c'est pareil, c'est très important de pouvoir les lister avec vos clients, hein, notamment pour définir les choix de la plateforme agréée et surtout aussi pour sensibiliser les gens sur la territorialité de la TVA. Puisqu'en fait, si, quand vous prenez de la hauteur par rapport à cette réforme, hein, on l'a redit, c'est le pré-remplissage de la déclaration de TVA. Et en fait, il faut vraiment cette réforme la prendre dans cette axe-là. Et donc, en prise de hauteur, tout point qui est abordé va être, voilà, quel est le rapport avec ma déclaration de TVA et comment je le gère. Donc, cette analyse-là, après, va me permettre de faire avec, enfin, chez le client, de me dire, voilà, quelle est la différence invoicing et reporting en fonction de mon type de vente, hein, et du coup, comment je vais devoir récupérer mes données. Voilà, j'ai le système de caisse. Voilà, comment je vais récupérer les données qui viennent de mon système de caisse. J'ai encore mon client qui a sa facture en PDF, puisque faut pas oublier que en fait le PDF il subsistera toujours hein, pour le client en B2C ou pour un client à l'étranger. Hein. Dans un premier temps, Vida c'est échéance 2030, hein, donc les factures à destination d'un client européen ça sera informatisé à l'échéance de 2030, mais par contre, pour le particulier, c'est un non assujetti. Donc, il peut avoir besoin d'une facture PDF pour sa garantie de sa machine à laver, hein, par exemple. Donc, ça, c'est pareil. Donc, vous, il va falloir que vous gardiez cet esprit-là. C'est qu'il y a les flux qui vont passer via l'APA, il y a les flux qui passeront hors de l'APA. Et ça, il va falloir que vous sachiez également comment pouvoir les récupérer. Et puis l'importance du système de caisse, hein, vous avez dû entendre de l'agrément maintenant qui est obligatoire au niveau des systèmes de caisse, ça a été repoussé d'un an. Donc maintenant c'est septembre 26. Mais pour vous c'est pareil, comment le système de caisse de votre client va-t-il être agréé et comment je vais récupérer le fameux ticket Z ou automatiser la remontée journalière du chiffre d'affaires en fait. Je pense que de toute façon, Anne, parce que bien des entreprises vont être amenées à devoir mettre à jour ou carrément changer leurs outils de facturation ou de caisse, par exemple, puisque vous en parliez là, je pense qu'il ne faudra pas attendre les derniers mois pour s'en occuper, parce que là, ça va être Mhm. la bérésina, quoi, parce que les fournisseurs d'outils ou d'outils logiciels ou d'outils type caisse, etc., ils vont pas pouvoir tout à coup ramasser 1 million de clients en 3 mois, quoi, hein, c'est hors de question. Donc, je pense qu'il faut vraiment énormément anticiper ces goulots étranglements qui vont arriver
et qui vont se former au fil du temps de plus en plus, quoi. Et c'est la même chose pour les plateformes agréées, hein. La plateforme agréée, dans le choix, faut être très vigilant. Il faut vraiment regarder vos clients, justement, les flux de vos clients, hein, s'ils vont à l'international ou pas. Ça peut, enfin, on le voit très typiquement avec Stéphane. C'est pas des grosses sociétés, mais il a des besoins de PA sur l'international. Et ben ça s'improvise pas, quoi. Donc euh, et aujourd'hui, je vois Penny Lane, ben, c'est 0 à 5 pays. Ben, c'est très, très limité. Donc voilà, il faut se poser des questions là-dessus et tout ça, ça s'anticipe. Donc après, très peu de personnes en parlent, mais dans le cadre de la réforme, hein, il y a toute la gestion des cas d'usage. Alors vous, au niveau d'un cabinet d'expertise comptable, à part les notes de frais, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui puisse... bon, les acomptes, voilà, les notes de frais, ce sujet-là. Par contre, au niveau des entreprises, ça a un gros impact. Et surtout, cet impact-là, il est décisif aussi dans le choix de l'APA, hein. Donc, si c'est vous qui faites le choix de l'APA pour votre client, attention, il faut tenir compte de ces cas d'usage. Les cas d'usage, eh bien, en fait, c'est vraiment le but, c'est que dans un secteur d'activité, tout le monde travaille de la même façon et qu'on puisse s'accorder justement à avoir une uniformisation des process dans toutes les entreprises et qu'une fois que tout ça, ça va être intégré, ben, que tout le monde travaille de la même façon et que si on part d'une entreprise à une autre, eh bien, on est toujours la même façon de travailler. Ça se fera pas en un jour, hein, ça faut être clair. Par contre, il faut quand même y penser. Et il y a surtout enfin moi je le vois hein, où j'interviens. En fait, je suis toujours dans la gestion de l'entreprise et même chez vous quand je parle des notes de frais, il faut se poser les bonnes questions, il faut s'arrêter et créer des ateliers pour se dire, eh ben voilà, en fonction de tel cas d'usage, quelle décision on prend et comment on va travailler. Et en fait, ces cas d'usage-là nécessitent également des données complémentaires. Et donc ça, c'est pareil, ces données complémentaires, eh bien, il faut les anticiper dans le système d'information. Aujourd'hui, on n'est encore pas capable de voir un outil qui intègre ces données complémentaires. J'ai posé la question à Sage le jour de la journée de la facture électronique à Paris, là au mois de mai. On m'a donné une réponse qui n'en était pas une d'ailleurs. Alors soit il n'avait pas compris ma question, je me suis mal exprimée, soit ils savent pas comment faire, quoi. Je sais que ça pose pas mal de problèmes hein, au niveau des éditeurs. On voit bien qu'aujourd'hui, on a des montées de version progressives, que ça vient petit à petit. Il y a des éditeurs, soyez vigilants là-dessus, chez vos clients qui utilisent des solutions de facturation et dont les mises à jour, est-ce qu'elles sont prévues, est-ce qu'elles sont pas prévues? J'ai des clients, ils ont aucune nouvelle de l'éditeur concernant leur facturation. Ben, là, ça fait peur, quoi. On est quand même 1er septembre 2026, même s'ils ne sont concernés qu'en 2027, moi je les incite à y passer le plus rapidement possible. Ils n'ont aucune nouvelle. Alors est-ce qu'ils vont savoir faire, est-ce qu'ils vont pas savoir faire, sauf qu'on n'a pas de news et que ben derrière, s'il faut monter un nouveau projet, ça se fait pas en un mois non plus, quoi. Donc là, on a de la grosse sensibilisation à avoir. Et puis toujours par rapport à ces notes de frais, à ces cas d'usage, donc je reviens pas mal sur la note de frais. En fait, le ticket de caisse aujourd'hui, si vous relisez les textes, la TVA n'est pas déductible, on le fait tous. Demain, ils sont encore en train de se poser la question de savoir si ça va être déductible ou pas. On n'a encore pas de retour. Peut-être qu'on les aura dans les nouvelles publications qu'on va avoir fin octobre. Et moi, je sensibilise beaucoup aussi sur l'arrivée de l'IA avec la création de fausses factures hein, de restaurants ou autres qui peuvent être générées par un de vos salariés. Et en fait, la facture, elle n'existe pas, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir au process. Et c'était l'une de mes questions tout à l'heure, hein, de vraiment faire la facture au nom de l'entreprise directement. Alors ça c'est un sujet d'ailleurs parce que j'avoue que j'en ai bon on a évoqué la notion de fake dans une session récente là peut-être même la dernière où on parlait de confidentialité, de sécurité des données et tout ça, mais c'est vrai que le fait de se dire qu'on pourrait récupérer des factures ou des facturets, des notes de frais qui soient bidonnées quelque part, ça pose question parce que comment le détecter vraiment? C'est une question que je vais me noter parce que j'avoue que je me suis pas penché sur le sujet, mais effectivement, ça pourrait arriver, quoi. Stéphane, avec le diagnostic de la semaine dernière, vous devriez avoir la réponse. On Oui, l'a oui, oui, abordé. oui, oui, non, mais Et vous n'avez pas encore eu le rapport. non, mais après, voilà, il faut voir comment on peut aider aussi Oui. les praticiens, les experts comptables et leurs collaborateurs à la fois à sensibiliser là-dessus et également avoir
des réflexes ou des outils pour, voilà, pour détecter ce genre de problématiques, quoi. Ouais, Mais oui, c'est sûr. j'avoue que Il va peut-être s'arrêter sur un numéro j'en ai sirène et parlé faire dans un aucun contrôle sur le webinaire pour numéro l'instant. sirène. Mm. J'en ai pas parlé pour l'instant et on n'a pas évoqué, quoi. C'est ce que je voulais dire surtout. Ouais, oui, d'accord. Mm. Donc voilà un petit peu sur les cas d'usage. Donc il y a des secteurs hein, comme le bâtiment qui sont très très impactés hein, sur ces cas d'usage. Hein. Donc il y a un gros travail de formation à faire là-dessus hein, quand on va parler de situation de travaux, de DGD, de transmission via les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, voilà les retenues de garantie, les retenues pour compte pro rata, tout ça. Comment je vais les gérer? Enfin il y a beaucoup de questions qui sont vraiment très très pointues sur ce cas-là. Et pareil dans l'agriculture, hein, je ne sais pas si vous avez des clients dans ce secteur-là, avec l'autofacturation, ça amène aussi beaucoup de réflexion et même eux, de la réflexion avec les producteurs à la base, hein, pour les sensibiliser également, parce que c'est pas des gens qui aiment faire l'administratif. Et ben voilà, il va falloir gérer les cycles de vie de la facture et autres. Et bon, bah, tout ça, ça s'anticipe et faut vraiment travailler. Là, en fait, il y a vraiment un gros, gros travail qui est commun hein, entre les cabinets, les clients et voir les clients de vos clients pour que ben, l'information circule et qu'il y ait vraiment une sensibilisation générale, en fait. Ok, On va passer au slide après. Donc voilà, donc après, comme on le disait tout à l'heure, il y a le choix de la plateforme agréée. Hein. Donc on a, bon, sur l'e-invoicing, ça reste relativement simple puisqu'on reste sur les flux français. Néanmoins, les cas d'usage ne concernent que les flux français. Hein. Donc ben, ça s'intègre dans le choix de la plateforme agréée. Et ça, c'est très très important puisque toutes ne gèrent pas tous les cas d'usage. Il faut voir comment elle les gère également. Ça, il y a aussi des différences dans les traitements et Cyril Sautreau l'a bien dit aujourd'hui, les données qui sont liées au cas d'usage, c'est dans le fichier de facturation et c'est pas rajouté une fois qu'on est dans l'APA, hein, parce qu'il y a certains outils qui le proposent pour le client, enfin pour celui qui facture, pour moi c'est pas gérable. Ça fait double saisie et autres, enfin il faut simplifier la tâche et tout ça, ça se génère dès la facturation. Et, après, il y a un autre gros point qui est l'e-reporting, donc pour les flux hein, qui sont vente ou enfin vente oui sur l'étranger. Donc ça c'est pareil. Est-ce que ma PA elle est capable de transférer mes flux à l'étranger ou pas à date? Est-ce qu'elle le sera plus tard? Avec quel pays elle travaille? Donc ça c'est vraiment très très important et c'est pour ça que moi quand je parle de flux, je définis les besoins à mes clients. Et puis après, il y a un autre point dont on parle beaucoup moins, c'est l'e-reporting concernant les achats européens, hein, enfin internationaux, hors ceux qui sont soumis aux droits de douane, je dirais. Là, c'est pareil. Comment ça va être géré? Voilà, parce que vous allez probablement aujourd'hui recevoir encore beaucoup de PDF. Donc, ben, comment je gère mon e-reporting, quoi? Eh bien, ça, faut y réfléchir. Je pense qu'à la main, ça va être compliqué. Donc, faut regarder les systèmes qui sont proposés et voir comment vous pouvez automatiser ça pour vos clients également. Sur le choix de la plateforme, c'est pareil, il y a tout ce qui est transfert des données avec le ticket Z ou autres hein, qui sont liés au système de caisse. Après, on a la gestion des cycles de vie. Donc ça, bah, je suppose que vous savez qu'il y a des statuts qui sont obligatoires. Alors, il y en a qui ne le sont. Donc, il y en a deux, mais qui sont obligatoires et qui sont gérés directement par les plateformes agréées. Donc, ça n'a pas d'incidence pour nous en tant qu'entrepreneurs. Par contre, il y en a deux autres qui sont si alors il y a le statut encaissé qui est obligatoire pour toutes les entreprises qui sont soumises à la TVA sur les encaissements. Donc ça, bah, comment je vais le gérer? Comment j'en informe mes clients? Comment je les sensibilise là-dessus? Et puis après, il y a les cas de refus qui sont facultatifs. Mais il y a des refus, enfin notamment le sujet du refus.
Si vous faites de la pré-comptabilisation, quel est l'impact que cela va avoir sur ma TVA déductible, puisque si je refuse, bah, comment je fais et comment ça va être traité au niveau de l'État sur ma déclaration pré-remplie par l'administration. Donc tout ça, c'est des cas qui sont à descendre, à bien intégrer et une grosse sensibilisation, pareil, chez le client alors il y a les clients pour qui vous allez le faire, puis il y a les clients qui vont le faire eux-mêmes. Et donc ça, c'est pareil, il faut les former, il faut les sensibiliser et leur faire comprendre l'impact des statuts qui sont mis sur une facture. Et peut-être ne pas tous les utiliser. Voilà, c'est pareil, ça pour moi, dans une entreprise, ça fait partie d'un atelier. Voilà, on me propose ça, quel est leur impact, qu'est-ce que ça induit, paf, 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 et voilà, et qu'est-ce que je retiens. Pour moi, il ne faut pas tous les utiliser. Mais voilà, on dit, je travaille qu'avec celui-là et celui-là. Mais par contre, c'est pareil, c'est de la sensibilisation à faire. Là, la semaine dernière, je travaillais j'ai dîné avec un consultant qui est franco-italien et donc qui a vécu l'arrivée de la facture électronique il y a 5 ans là-bas. Et il me disait, même maintenant encore, ça peut rester un problème, cette gestion des statuts de la facture, des cas où, je sais pas, il y a un litige, un refus, ou un règlement partiel, ou encore d'autres choses. Et ça peut devenir tout de suite très compliqué, et tout à coup, on peut se mettre à perdre beaucoup de temps si on est un peu perdu dans la gestion de ces différents statuts. Ça peut être un peu compliqué et moi je me mets à la place de gens qui sont pas des grands gestionnaires ou des gens qui sont pas très informatiques, très digitaux depuis longtemps ou qui sortent de la facturation papier et qui vont arriver sur des plateformes comme ça. Je pense que ça va leur faire un choc culturel assez monstrueux quand même, hein. Donc, C'est c'est vraiment des nouvelles méthodes de travail, hein, en fait. oui. On rentre dans la digitalisation, mais quelque part, pour vous aussi, hein, en tant que cabinet d'expertise comptable, d'embarquer vos clients là-dedans, dans la digitalisation avec un respect complet de la piste notifiable, c'est une sacrée opportunité. Et moi, je y vois un gain de temps énorme. On y reviendra tout à l'heure. Je passe à la suivante, Anne. Oui. Donc vous, en tant que cabinet d'expertise comptable, en fait, hein, donc vous avez vraiment de l'accompagnement au changement à faire, hein. Ça c'est évident, c'est un gros gros travail en plus du vôtre que vous réalisez au quotidien et qui vous prend déjà pas mal de temps puisque en plus, vous avez déjà des problèmes de recrutement, donc ça, on le sait tous. Donc tout ça, il faut vraiment l'anticiper et donc en fait, il faut sensibiliser les équipes, hein, donc déjà chez vous et aussi vos clients. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, ADV, achat, DSI, comptabilité, on redescend vraiment toutes les gens qui ont une partie prenante dans la facturation, mais y compris dans les achats, hein, pour l'automatisation de la facture fournisseur. Et c'est là que vous avez une grosse carte à jouer. Et du coup, mais ça c'est pareil, ça s'anticipe, ça se travaille, c'est des nouvelles procédures. Votre boulanger, il va peut-être arrêter un jour d'appeler son minotier pour lui dire je veux 20 kilos de farine et puis de seigle et 10 kilos de farine X. Euh, Soyez créatifs, n'ayez pas peur, engagez-les là-dedans et pour vous, vous avez un retour derrière, vous verrez qui sera considérable. Euh, on a justement par rapport à l'accompagnement au changement la conséquence des mauvaises données, hein, comme je disais tout à l'heure, la donnée sirène ou un pays qui est absent dans une fiche de tiers et autres, et ben, c'est la facture qui va être refusée, hein, on est sur les données obligatoires. Donc tout ça c'est pareil, c'est de l'accompagnement au changement avec les incidences que ça va en matière de refus de facture ou d'allongement du délai de paiement, hein, puisque si ma facture elle est refusée, ben, ça veut dire que derrière, il va falloir que je la refasse et que ça resuive le circuit, bon, même si c'est maintenant quasiment instantané. Mais néanmoins, je vais perdre du temps, surtout si les équipes chez les clients sont pas réactives pour refaire les factures. Hein, suivant la taille de l'entreprise, un artisan, il va falloir qu'il s'y mette un petit peu mieux, quoi. Même si je pense qu'il verra à terme l'intérêt de la digitalisation, mais il va falloir améliorer les process. Et puis également, dans les changements de l'accompagnement au changement, on va parler des changements de process, puisque les cas d'usage vont, comme je vous le disais tout à l'heure,
modifier les façons de travailler qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises. Et ça, il faut vraiment que ce soit pris en considération et former les clients, hein. On revient toujours au même, mais après, suivant les secteurs d'activité, ben, voilà, il va falloir peut-être créer de l'accompagnement au changement pour le secteur du bâtiment, pour le secteur agricole et pour les autres secteurs qui ont des spécificités. Moi, je les connais pas toutes, mais voilà, peut-être voilà, par secteur et puis faire de la sensibilisation générale par secteur d'activité, en fait. Pour vous, en fait, derrière, on a quand même une diminution de la charge de travail. Donc ça, je pense que vous l'avez quand même, je pense, un petit peu tous intégré. Et qu'il va falloir aussi avoir de la montée de compétences à prévoir par rapport à vos équipes. Cela dit, tout ce travail d'automatisation et autres, et d'accultura- enfin, voilà, de changer de culture, par exemple, je parlais tout à l'heure du boulanger, c'est des super travaux à réaliser, de leur faire comprendre pourquoi. Et pour vous, l'intérêt que ça peut avoir dans les rapprochements factures fournisseurs, les services que vous pouvez proposer à vos clients derrière en valeur ajoutée. Voilà, c'est une nouvelle façon de travailler. Je le redis, déjà dans les entreprises, c'est un peu compliqué de leur faire comprendre. Et vous qui n'êtes pas dans une gestion au quotidien de l'entreprise, je parle pour les comptables qui font les bilans et autres, vous, en tant que dirigeant de cabinet, vous savez ce que c'est. Mais la gestion de l'entreprise, ce n'est pas le même travail que le travail que vous faites vous en cabinet. Donc en fait, c'est surtout là qu'il faut que vous aussi vous intégriez tout ça. Parce que moi j'ai bien vu hein, quand je suis sortie de cabinet et que je suis partie en entreprise, waouh, il y a vraiment un gap énorme. Et eh bien ça, faut l'intégrer hein, maintenant. Et du coup, bah, voilà, c'est des nouveaux. Ça peut être des nouveaux travaux à réaliser pour vous et pour justement continuer à faire prospérer votre cabinet et attirer les clients de demain, quoi. Alors ça, j'en discutais aussi cette semaine dans un cabinet parisien là, avec les collaborateurs, puisque là on parle de la facture électronique, mais moi j'ai parlé beaucoup de l'IA en début de semaine, et donc j'expliquais aux dirigeants de ce cabinet, qui est déjà quand même assez avancé sur le conseil, mais qui anticipe la perte d'une grande fraction des travaux des collaborateurs tels qu'ils existent actuellement, et donc leur remplacement par autre chose. Je leur disais, vous savez, très souvent dans les cabinets, on réfléchit à ce qu'on peut donner aux clients, souvent après le bilan, Oui, ou après la tenue plus la TVA. C'est-à-dire qu'on parle d'analyse, on parle de tableau de bord, on parle de choses comme ça. Mais effectivement, en amont de tout ça, c'est là, c'est ce que vous disiez à l'instant, il y a toute une vie. C'est-à-dire que tout ce qui est achat-vente, donc toute la gestion de l'entreprise, et puis au milieu, tout ce qui est la trésorerie, et après, effectivement, on arrive à la compta. Ces deux blocs d'avant, la gestion achat-vente, la trésorerie, c'est quand même deux sujets majeurs pour les entreprises sur lesquels les cabinets pourraient apporter beaucoup de choses demain, à condition que justement ils aient gagné ce temps-là sur la partie compta après. Et logiquement, la dualité facture électronique plus IA pourrait et devrait même faire gagner suffisamment de temps pour passer à autre chose. Et là, je pense que les entreprises sont très intéressées par un appui de leur cabinet sur des choses qu'elles voudraient externaliser, peut-être comme la facturation, la relance de factures, la tenue de la trésorerie, etc. Et puis des analyses à valeur ajoutée. Donc il y a énormément de choses à faire en plus ou autrement que ce qui était fait aujourd'hui. Et je le vois et je le répète, parce que je crois l'avoir déjà dit dans une autre session, on se rend compte que dans les stratégies qu'on élabore avec les cabinets, en suivant ces réflexions sur la facture électronique, et alors moi plus sur l'IA évidemment, on se rend compte que dans le futur, on est plus sur une logique de progression de l'effectif du cabinet, du fait de cette ouverture vers d'autres missions, que au contraire sur le fait de la réduction de la masse salariale, parce qu'on met des robots, on met différentes choses. Et en réalité, on se rend compte qu'en fermant la porte des appros de la tenue qui vampirisaient énormément du temps de tout le monde, tout à coup, on ouvre la porte vers énormément de possibilités de prestations, Mm. de services, de conseils, etc. demain. Donc, c'est vraiment intéressant de s'y pencher et d'avancer là-dedans. C'est ce que je vous disais, Stéphane, l'autre jour. En fait, moi, bon, voilà, j'ai vraiment le nez dans la réforme et
et dans tous les documents qui sont transmis hein, sur le sujet. Et en fait, c'est une mine d'or pour les entreprises hein, derrière, avec la data qui va circuler. Le contrôleur de gestion, il va faire hippie pourra à terme, hein. Bon, ça, c'est des étapes qui vont venir après. Il faut que les gens prennent d'abord la mesure de la réforme. Et après, on arrivera à avoir de la data qui sera un peu plus détaillée et tout dans les factures. Et pour eux, ça va être génial. Et même moi encore, hein, ça fait quand même plus d'un an que je suis à fond là-dessus, à lire pas mal de choses. J'ai des éclairs des fois qui m'arrivent et je me dis, ah, mais oh la vache, ça c'est top, quoi, en fait. C'est, voilà, pour les entreprises en gestion, ça va vraiment beaucoup aider et faciliter également la vie, quoi. Mm. Donc voilà, après, donc une fois qu'on s'est dit tout ce qu'on a, enfin qu'on a abordé un petit peu tous les thèmes concernant la réforme en elle-même, les cycles de vie, les cas d'usage, la donnée et autres et les plateformes agréées, bah, pour vous, en fait, quelle incidence sur la vie de votre cabinet, hein, donc, bien forcément, vous n'allez pas avoir le paquet de factures qui va pouvoir vous arriver, parce que je l'ai connu, tous les 3 mois ou des fois même certains à l'année dans la boîte à chaussures. Là, vous allez vraiment pouvoir récupérer les factures au fil de l'eau. Et vous, ça va, bon, voilà, ça va vous permettre de répondre aux attentes de la loi pour faire des déclarations de TVA qui sont quand même peut-être plus pertinentes sans avoir d'oubli par rapport à ce qui aurait pu vous être transmis. Et par contre, c'est également un changement dans les méthodes de travail. Et donc pour la déclaration de TVA, hein, on va avoir une optimisation donc du process de travail. On va utiliser des outils adaptés, comme le dit très bien Stéphane, l'IA également. Enfin, vous allez avoir un gain de temps et surtout des données qui vont être beaucoup plus conformes. Enfin, moi, ça, je trouve ça très très bien. Et puis par contre aussi, donc c'est sur le choix de la plateforme agréée, hein, il est vraiment pas anodin. Faites attention au flux actuel, mais pensez aussi à l'évolution des entreprises que vous avez en client. Si c'est vous qui faites le choix pour eux de la PA, bah, faites très attention à ça. Ne vous calez pas que dans une PA qui est très restrictive, hein. Allez sur des PA qui ont déjà l'expérience de l'EDI et qui travaillent déjà avec l'international et tout ça. Vaut mieux avoir un gros acteur qui est peut-être un petit peu plus cher mais qui peut-être aussi intègre tous les coûts directement dans l'abonnement, mais qui n'a pas de coûts supplémentaires parce que je fais ci ou parce que je fais ça, et mais dont c'est le métier, hein. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'il y a un gros, gros marché. Il commence déjà à y avoir des rachats de PA par d'autres PA. Donc voilà, choisissez-les en bonne connaissance, hein. Vous pouvez nous donner un exemple de rachat de PA, Anne? Alors, j'ai pas les noms. Ça a été annoncé par la DGFiP la semaine dernière. J'étais à La Roche-sur-Yon. Là, il y avait la réunion facture électronique qui a été, voilà, qu'ils font maintenant à travers toute la France. Et ça a été dit la semaine dernière. Alors, par contre, qui, ça, je peux pas vous dire. Mais j'en entendais déjà parler et ça a été confirmé la semaine dernière, en fait. On se doute que 110 PA aujourd'hui, et je ne sais pas qui disait que même peut-être on pourrait monter à 120 ou 130, c'est monstrueusement trop, j'imagine. Et donc à un moment donné, ça va se réguler et il y en aura beaucoup moins, peut-être seulement quelques dizaines d'ici 2-3 ans, quoi. Ça Bah, devrait se après, réguler. ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de PA aujourd'hui qui sont immatriculés et qui sont en marque grise ou en marque blanche des ténors Oui, du transfert EDI, hein. tout à fait. Donc, on peut très bien se dire que, logiquement, s'ils font ça, ils doivent être en capacité derrière aussi de faire leur SAV de PA, et bien qu'ils vont peut-être être coincés parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Donc, en fait, il vaut peut-être mieux aller, et c'est peut-être ces gens-là qui commencent déjà à se faire reprendre, comme on dit, parce qu'ils sauront pas faire derrière, hein, et conseiller leurs clients, quoi, hein. Au passage, dans votre tableau, Anne, je peux faire le symétrique puisque je vois que la colonne chez le client est pas remplie. Mais moi, en tant que client, mise à jour mensuelle de la tenue et du lettrage, pour nous, c'est éviter un jour, au moment du bilan, une liste avec 350 questions, avec tous les manquants depuis des mois et des mois. Et là, c'est un enfer total pour un chef d'entreprise. C'est le fait d'avoir un tableau de bord mensuel ou trimestriel selon les besoins. Ça, c'est vraiment des choses extrêmement importantes. Déjà, c'est la première ligne, la mise à jour mensuelle.
Bon, conséquence de la tenue tardive pour la déclaration de TVA, ben, c'est aussi un sprint et c'est pas très agréable d'être relancé la veille ou l'avant-veille pour le lendemain ou l'après-lendemain pour faire pardon, une déclaration de TVA qui tienne la route et qui n'y ait pas des régules plus tard significatives. Et puis, donc, c'est vrai que ça peut être un peu déroutant sur les montants à payer. Soit qu'on n'en ait pas payé assez à un moment donné et qu'on compense en en payant beaucoup plus après, ou soit le contraire. Bon, dans tous les cas, ça, c'est un peu dérangeant pour le chef d'entreprise. Et puis, effectivement, le choix de la plateforme agréée, on peut penser qu'il va falloir que ça soit autant, sinon plus, l'intérêt du client final que l'intérêt du cabinet qui préside au choix de la PA. Hein, c'est ce qu'on peut espérer le plus possible parce que il y aura sinon peut-être des mauvaises surprises, voire des risques non négligeables. Et j'en ai déjà parlé au cours de sessions précédentes. Mm. C'est vrai que pour vous, quand même, là, c'est l'opportunité quand même de pouvoir au moins récupérer toutes les factures fournisseurs, hein. Vous saurez que vous aurez toutes, hein. Là-dessus, on sera plus à dire, tiens, j'ai un paiement, j'ai pas la facture, où est-ce qu'elle est cette facture? Voilà, enfin, ça va quand même simplifier pas mal les choses, quoi. Bah, je me pose la question quand même sur des fournisseurs étrangers. On risque d'être un peu à cheval sur deux systèmes, quoi. Un système qui sera inclus dans dans tous les flux qui vont passer dans la PA et peut-être des choses qui ne le seront pas ou qui seront à traiter différemment. Donc, je suis pas encore sûr qu'on soit totalement sorti du bois en termes de facilité pour le client final qui doit peut-être aller encore chercher des trucs sur des sites web anglo-saxons dans les coins. Ah, ça peut être. Oui. On Alors, verra. à 2030, on aura quand même les échanges automatisés, hein, européens. Après, oui, les Microsoft et tout ça, est-ce que moi, je pense qu'ils vont se conformer, hein, parce que vu le nombre de clients français qu'ils ont quand même, je pense qu'ils arriveront à transmettre via les plateformes agréées très rapidement, hein, quand même, hein. Bon, moi, j'ai un peu de doute quand même parce que déjà, vu l'arrivée de l'IA qui a amplifié le nombre de fournisseurs anglo-saxons, donc qui sont hors UE, et vu comment déjà ils se comportent, ou ils continuent d'envoyer des trucs à des clients français écrits en anglais, bon, c'est bête, mais Ah oui. je pense qu'avec l'IA, ça serait très facile pour eux de faire des traductions pour les emails envoyés à des clients, que ce soit des Français, des Allemands, des Suisses, ou ce que vous voulez. Bah, ils s'en fichent un peu, quoi. Ils estiment que non, c'est l'anglais, la langue universelle, et puis basta, quoi. Débrouillez-vous, les amis. Donc, je pense qu'il y a un peu quand même, allez, je dirais presque de mépris sur le fait de ne pas faire beaucoup d'efforts, quoi. Donc, je suis pas très sûr que ça arrive encore trop vite, ça, hein. Cette mise un peu à des normes européennes et encore moins françaises. Ah, l'avenir nous le dira. J'ai un petit doute. Mais que ça se fasse pas en 2026, on peut être certain, je pense. Oui, oui, ah bah ça, hein. Mm, mm. Donc voilà, donc les plus de la réforme, bon, alors que ce soit chez vous ou chez le client, hein, en fait, on va quand même arriver à du gain de temps et l'amélioration des délais de paiement, hein, ça, c'est vraiment un des objectifs qui est clairement annoncé. Et ça, c'est pour tout le monde, hein, que ce soit chez vous ou chez votre client. On va avoir une meilleure traçabilité des flux, hein, puisque vous allez avoir les rapprochements automatiques des factures, hein, qu'on va pouvoir mettre en place. Vous avez des outils qui vous permettent de récupérer les relevés de banque et d'avoir les lettrages automatisés. Enfin, ça, vous connaissez déjà dans tout ce que vous avez déjà. Et l'amélioration aussi de la piste d'audit fiable. Bon, je sais qu'elle n'est pas trop demandée chez les petits, mais néanmoins, on peut y arriver. Et moi, je trouve que c'est d'engager les clients par rapport à ça. Vous verrez que même pour vous, c'est un plus. Parce que derrière, ça va pouvoir également améliorer vos clôtures mensuelles. Si vous avez des outils de digitalisation derrière qui vous permettent de proposer à vos clients de passer ses commandes justement sur l'outil plutôt que de donner son coup de fil ou d'envoyer son mail, enfin je veux dire, ça lui prendra pas plus de temps de le saisir sur une plateforme que de le faire par mail ou par téléphone. Donc, et vous derrière, par contre, il y a un gap énorme en termes de traitement.
et justement de reporting automatisé mensuel, puisque grâce à ça, vous allez pouvoir récupérer les FNP, faire le calcul des CCA. Et en fait, on peut même imaginer donc que vous puissiez leur donner un reporting mensuel qui corresponde à quelque chose, alors hors stock, hein, ça je suis d'accord. Mais cela dit, ça peut vous permettre quand même d'améliorer grandement et de proposer des situations intermédiaires, ben, soit trimestrielles, soit à 6 mois, suivant les secteurs d'activité et la forme de vos entreprises. Et bien ça peut vraiment être quand même un plus et un plus au niveau de vos futures missions, hein. Et donc là, je crois que suite à ça, on arrive un peu à la digitalisation, parce que ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Et comment on va arriver justement à la digitalisation et à l'amélioration des process que je viens de parler. Stéphane, si on peut parler, on peut passer sur le Oui. slide Alors, suivant. je voulais juste dire un petit mot rapide, dans la mesure où le monde idéal, on n'est pas sûr de le voir arriver complètement un jour, en tout cas à 100%. Il faut quand même savoir qu'avec des agents IA ou des robots de RPA, on peut arriver à se débrouiller de quelque chose qui arrivait en mode texte par email ou en mode vocal sur un numéro de téléphone pour en faire une transcription et le reformater pour l'intégrer dans un logiciel. Donc, on a encore l'espoir que pour cette partie qui reste un peu hors standardisation, hors digitalisation totale, on puisse quand même avec des outils compléter ce travail qui serait digitalisé totalement, de façon à avoir un résultat qui soit encore plus satisfaisant. Donc aujourd'hui, au niveau des cabinets, en fait, on voit qu'il y a quand même une grosse prise de conscience, hein, par rapport à la dématérialisation. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que euh, tout le monde change d'outil ou beaucoup intègrent un nouvel outil, hein, dont on entend parler tout le temps. Mais moi, je me dis qu'en fait, il y a des choses qui fonctionnent déjà très très bien avec les outils que vous avez aujourd'hui. Pourquoi en changer? Et ne pas justement rajouter cette petite brique que vous avez besoin en plus sans tout changer votre système d'information. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire. Donc en fait, les objectifs de la dématérialisation, alors oui, c'est vraiment des défis dans les systèmes, dans les services administratifs et financiers, mais également chez vous en tant qu'expert comptable et justement d'apport de valeur ajoutée chez vos clients. Donc déjà, on a par rapport à ça, comme je disais, le respect de la piste d'audit fiable, hein, la pression de la législation et des réglementations qui est là et qui, ben voilà, l'administration fiscale, elle veut que tout soit, que tout flux soit vraiment cadré du début jusqu'au paiement. Toujours dans l'esprit de dématérialisation, on a tout le côté RSE, hein, donc limiter tous les envois papier ou toutes ces choses-là. Donc ça, on va pouvoir également supprimer avec la démat. Bon, même si ça encadre avec tous les serveurs qui sont derrière, je ne sais pas si c'est tellement plus RSE ou pas, mais bon, voilà, on automatise. On va pouvoir justement cadrer cette fameuse piste d'audit fiable, hein, qui peut être attendue par l'administration et demandée, hein, plutôt que de l'écrire. Eh ben, tous ces outils vont permettre d'avoir une transparence, hein, sur la piste d'audit fiable. Ensuite, ben, l'administration, grâce à tout ça, elle va vouloir opérer des contrôles, hein, qui vont être de plus en plus fréquents. Et même vous, en interne, mais ça va vous permettre aussi d'améliorer votre process et de faire peut-être plus de contrôles en interne sur les process de l'entreprise et autres. Le petit clic en plus, Stéphane, voilà. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on fait aussi face à l'augmentation des tâches administratives, hein. En France, on est très procédure, on est très normes et tout ça. Donc, si on peut en supprimer quelques-unes, eh ben, quand même, on va pas s'en priver, surtout que c'est des tâches qui sont pas forcément intéressantes. Et puis, bah, comme vous le savez tous, vous avez aussi des gros problèmes de recrutement, hein, mais vous les avez-vous en cabinet, mais votre client les a également, hein. Trouver un comptable aujourd'hui en entreprise ou même une secrétaire administrative, c'est galère. Et surtout de trouver quelqu'un de compétent, hein. Vous le savez de vous-même, il y a les formations comptables, elles ne font plus le plein. Et les jeunes ne sont plus formés à passer une facture, hein. De toute façon, c'est pas l'avenir. Donc voilà, donc les formations sont différentes de moi ce que j'ai pu connaître à mon époque. Et les jeunes vont à vouloir travailler enfin, faire des tâches à beaucoup plus forte valeur ajoutée, même si tout le monde n'en est pas forcément capable, mais néanmoins, c'est ce qu'ils attendent, quoi. Donc, dans l'automatisation des processus de gestion de facture,
Alors, si on peut aller un petit peu plus vite, Stéphane, si vous pouvez tout dérouler, hein, D'accord. le slide de là. Ouais, ouais, ouais. Donc aujourd'hui, la réception de factures, hein, on est beaucoup encore en papier et on fait encore beaucoup d'entreprises les reçoivent par mail et tout ça, vous avez encore du mal à tous les récupérer. Ça peut arriver sur les boîtes aux lettres du conducteur de travaux, de la secrétaire, du dirigeant et tout remonte pas forcément à la compta. Et derrière, en fait, on a tous les systèmes de validation de la facture, voilà, de l'imputation comptable. Donc tout ça, ça peut déjà être, il y a des entreprises, dès que la facture est arrivée, je la préenregistre, toutes ces choses-là. Mais demain, ça peut avoir de l'incidence, comme je le disais, avec les cycles de vie et les pré-remplissages de la déclaration de TVA. Et donc, en fait, le but maintenant, c'est d'arrêter toutes ces choses-là et d'aller sur le rapprochement automatisé de la facture avec la création des commandes. Donc, en fait, l'objectif de tout ça, sur la digitalisation. Je parlais tout à l'heure de votre boulanger, mais ça se fera pas en un jour. Mais à la rigueur, faites-le secteur d'activité par secteur d'activité. Je vous parle de la boulangerie. Vos boulangers, ils commandent tous la même farine, tous, ils ont quasiment des fournisseurs qui doivent être identiques sur votre région ou votre lieu d'intervention quelque part. Eh bien, avec des solutions justement de digitalisation où vous allez pouvoir passer en amont, leur faire passer en amont leurs commandes. Alors ça se prépare, hein, puisqu'il faut intégrer dedans les articles que les fournisseurs vont vendre et tout, mais maintenant ils ont tout disponible, hein, récupérable par Internet souvent et tout ça, donc c'est assez facile à récupérer. Et je pense qu'avec l'IA, Stéphane, il y a certainement d'autres solutions pour pouvoir faciliter cette tâche-là également. Eh bien, en fait, vous faites passer votre commande d'achat sur l'outil de digitalisation donc à vos clients, hein, que ce soit le boucher, le plombier. Là, oui, c'est une nouvelle façon de travailler. Mais cela dit, une fois que c'est fait, ça veut dire que eux, leur commande, elle est engagée. Vous pouvez très bien. Ce qu'il faut imaginer, c'est que demain, la plateforme agréée, aujourd'hui, on parle du transport de la facture, et donc c'est une boîte aux lettres, hein. Eh bien que demain, cette plateforme agréée, elles proposeront également le transfert des accusés de réception de commande, des accusés de livraison et toutes ces choses-là. Donc vous, derrière, vous allez pouvoir optimiser. Si la commande est passée, vous allez pouvoir optimiser vos processus et faire gagner beaucoup de temps à votre client qui n'est pas du tout administratif. Et donc, en fait, votre commande, elle va être passée. Vous allez avoir l'accusé de réception de commande. Vous aurez l'accusé de réception de la commande par votre client parce qu'il aura signé le bon de livraison. Ça va se rapprocher. Et donc, une fois que la facture arrivera, bah, la commande, elle est là. Elle a été approuvée, elle a été réceptionnée. La facture est là. Et ben, ça va se rapprocher automatiquement. Pour vous, il y a un gain de temps énorme, comme pour vos clients qui gèrent leur comptabilité en interne. Et ensuite, eh ben, il y a juste la partie paiement à générer et à travailler avec les lettrages automatisés qui vont générer également, grâce à ces outils-là, toute la partie cycle de vie de la facture. Et puis bah, après, on arrive à l'archivage électronique. Et là, on a sécurisé tous nos flux, donc d'achat métier, mais on peut également sécuriser tous les flux d'achat frais généraux. Votre client, il a de la location de voiture, hein, comme vous, en tant qu'expert comptable, vous avez peut-être des loyers de factures, vous avez des abonnements téléphoniques, des abonnements Internet et autres. Vous rentrez tous ces contrats-là dans ces outils. Et puis, quand les factures arrivent, ça va se rapprocher automatiquement. Et donc, pareil, au niveau de votre gestion, vous avez un gain de temps énorme. Donc, ce que vous pouvez vous appliquer à vous, vous pouvez l'appliquer à vos clients. Et ça, sans forcément changer d'outils comptables que les outils que vous avez aujourd'hui. Il suffit juste d'ajouter ces outils qui ont cette particularité et qui le font très bien. Après, vous n'avez pas non plus comme ça la notion de dépendance à un seul éditeur. Je pense que vous avez eu déjà un premier point rouge sur Silae où tout le monde était parti là-dedans. Là, on voit que Penny Lane, on n'entend parler que de Penny Lane, mais aujourd'hui, Penny Lane, ben voilà, aujourd'hui c'est Arthur Valeur, demain ça va être des fonds américains. Et vous n'êtes pas content d'une partie de leur outil. Et ben en fait, vous vous engagez dans un process où tout est huilé autour de Penny Lane. Arrêtez cette dépendance, utilisez aussi des outils autres qui peuvent très bien se connecter à Penny Lane ou aux outils que vous avez aujourd'hui, hein. Il n'y a pas nécessité de tout changer. Si ça fonctionne aujourd'hui et que vous rajoutez cette brique-là, et ben, ça peut suffire, hein. Bon, je tiens à préciser, Anne, que je ne vous ai pas soufflé quoi que ce soit de ce que vous venez de dire, hein.
parce que bon, j'ai eu des discours antérieurement sur ces sujets de l'indépendance des cabinets. Bon, après, voilà, chacun voit midi à sa porte et voit son indépendance, ses coûts et tout un tas de choses. Donc, ce sont des grands sujets qui sont pas simples non plus à gérer hein, dans les cabinets aujourd'hui. Oui, oui. Parce qu'il y a le cabinet et puis il y a les clients du cabinet qui sont nombreux. Et donc, il faut arriver à marier tout ça et c'est pas, ce n'est pas que simple le sujet. Ce que je voulais rajouter aussi, alors je sais pas si c'est inclus dans les blocs marqués gestion financière, mais je dirais que encore une fois, je rappelle qu'entre la gestion achat-vente avec tout le suivi des commandes, etc., et la compta, il y a la trésorerie au milieu et que c'est un sujet qui est extrêmement important et même vital pour les chefs d'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment une partie qui est inexploitée quasiment dans les cabinets et c'est très très dommage. Mm. Donc voilà, donc dans l'automatisation de la facture fournisseur, bah, vous voyez bien, aujourd'hui, un traitement manuel, on est à 11 jours et demi en moyenne, hein, quand on voit les délais de paiement aujourd'hui, ça c'est beaucoup plus. Avec l'automatisation et les rapprochements automatisés, vous arrivez à un jour, quoi, hein. De toute façon, la facture, dès qu'elle est envoyée par le fournisseur, le client, il la reçoit quasiment instantanément, hein. Donc on a un gain de temps. Et puis derrière, on a aussi un gain d'argent hein, en termes de coût. Si on passe à la slide d'après, le coût de traitement de la facture fournisseur, c'est pareil, hein, aujourd'hui. Bon, là, c'est peut-être un peu fort sur les derniers montants que j'ai entendus. On est entre 10 et 15 euros. Là, avec les processus digitales, hein, on arrive sur du 5 6 euros. Enfin, vous divisez par 3, hein, donc il n'y a pas y a pas photo là-dessus. Et puis, moi, c'est ce que je dis quand j'ai commencé à travailler. J'ai pourtant pas l'impression d'être un mammouth, mais j'ai commencé à travailler sur les livres Exacompta où j'écrivais toutes les factures à la main. Et j'ai fait mes liasses fiscales avec 3 papiers carbone, mais je ne reviendrai pas en arrière. Là, c'est pareil, c'est une évolution du métier. Bah, on l'a connu dans les années 90, hein. Moi, j'ai commencé à travailler en 90. Vous ça s'est super bien passé. On ne reviendrait pas en arrière. Et là, je pense qu'une fois que tout le monde va avoir pris conscience de ça, on ne reviendra pas en arrière non plus. Et tout le monde sera content de ça, en fait. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Donc on a parlé la partie client, la partie fournisseur, enfin voilà une gestion globale des dossiers que vous pouvez avoir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi je propose des diagnostics de maturité dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont plus à destination des entreprises qui gèrent leur comptabilité en interne hein, pour les sensibiliser sur les cas d'usage, les cycles de vie, le contenu de la loi, enfin, les données et la conduite du changement. Et cela dit, donc là maintenant, je vais créer des ateliers, je vais appeler formation, mais ateliers. Je suis pas encore organisme de formation, mais je vais m'y mettre et je vais me faire adosser pour Calliope, pour proposer des ateliers en fait spécifiques qui seront des ateliers d'une demi-journée. Donc, qui peuvent être pour vous, pour former vos collaborateurs en interne, ou bien à destination de vos clients. Un premier atelier qui va être que vraiment la loi et donc en fait l'invoicing, les reporting, les cycles de vie et autres. Mais là je rentre dans la donnée quoi. En fait, si je fais ma facture, comment je fais quoi? C'est demain. Tout à l'heure on parlait de la facture d'avoir, archive only, toutes ces choses-là. Donc là je rentre dans le détail et dans ce à quoi vont être confrontées les entreprises au niveau pratique, hein. Moi je suis une DAF. Ce qui m'intéresse, c'est de dire aux entreprises, demain, ben voilà, demain, ça va se présenter comme ça et vous allez devoir faire comme ça. Je suis plus sur le générique de la loi qu'on entend partout, hein. Il y a un deuxième atelier qui sera plus, qui concernera plus les cas d'usage. Non, toujours la slide de Stéphane d'avant Oui. qui concerne les cas d'usage. Donc là, c'est pareil, je me pose la question je pense que je vais en créer certains par secteur d'activité, hein, comme je vous parlais tout à l'heure, puisque pour le secteur du bâtiment, ben voilà, on va avoir un temps fou sur la sous-traitance, la co-traitance, la gestion des DGD, voilà, pratiquement comment je fais, hein, je suis toujours là-dessus. Et les données complémentaires, je devais avoir intégré à mes factures et comment ma PA, je vais récupérer mes infos. Donc là, je suis vraiment dans l'opérationnel et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Moi, maintenant, je pense qu'on a passé un cap, on arrive, on est bientôt à 11 mois, 12, oui, 10, 11 mois de la réforme. On va avoir les premières réceptions de factures. Faut pas oublier que même des petites entreprises qui sont adossées à des gros groupes émettront hein, en septembre 26, voire même avant. Hein, c'est pas parce qu'elles ont l'obligation qu'en septembre
septembre 27 que ça sera fait qu'en septembre 27. Donc progressivement, on va avoir des factures qui vont arriver et beaucoup plus. Donc maintenant, il faut donner le côté pratique à l'entreprise et comment je fais. Donc ça, c'était le deuxième atelier. Le troisième, quand je parle de la facture et les données, ça va être destiné aux services informatiques, aux entreprises qui ont leur SI interne et ce SI qui va être confronté à la gestion et à la création du fichier qui va être attendu dans le cadre de l'émission e-invoicing, e-reporting. Donc voilà, comment je dois créer ce fichier, quelles données je dois intégrer. Donc ça, je le travaille déjà avec mes clients aujourd'hui et les DSI se disent, waouh, il y a du travail. Donc ça, voilà, je vais le faire sur un atelier aussi, qui sera pas de 4 heures, je crois que j'ai dû mettre 2 heures, mais que je les sensibilise beaucoup là-dessus également et que je leur comprends et que je leur fasse comprendre en fait ce qui est attendu. On parle de champs et de balises. Voilà, la balise, celle-ci, on parle de tel sujet, qu'est-ce qui est attendu dans ce cadre-là, techniquement, qu'est-ce que j'ai besoin, posez-vous la question par rapport à votre secteur d'activité. Voilà, tout est vraiment pratique, pratique, pratique. Et puis ensuite, ben voilà, on va avoir des ateliers sur la conduite du changement, d'engager les équipes de cabinet, les clients dans les nouvelles façons de travailler. Expliquer, en fait, pour moi là-dessus, alors ça peut être des ateliers qui sont concrets par rapport à un besoin bien défini qui peut être déterminé, ou alors des ateliers qui sont globaux également pour expliquer la digitalisation, les intérêts enfin, tout ce qu'on peut en ressortir et les intérêts qu'on a de l'utiliser. Donc là, c'est pareil, j'ai dû mettre 2 heures, je suis pas sur 4 heures. Mais voilà, en fait, j'aborde différents sujets, pas sur une journée parce que je trouve que c'est beaucoup trop lourd. Mais voilà, à travers différents ateliers avec des temps différents. Ok. Donc là, si on comprend bien toute la partie digitalisation, hein, digitaliser la fonction finance en entreprise, et ben en fait, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment avoir les bons outils et le bon accompagnement qui va avec, hein, puisque ben, il faut accompagner les équipes au changement. Ça permet d'être plus attractif sur le marché de l'emploi, hein, comme je disais tout à l'heure, on a du mal à trouver des collaborateurs. Et puis ben moi, j'ai encore des gens qui disent ah non, moi je traiterai à la main. Ben, je dis écoutez, vous avez les comptables, ils ont 57, 58 ans. Bah, je dis, écoutez, dans 2, 3 ans, vous allez avoir des départs à la retraite. Je dis, mais si vous continuez comme ça, vous ferez venir personne, quoi. Les jeunes ne voudront pas travailler chez vous, hein, réfléchissez-y. On va pouvoir piloter plus facilement son entreprise. Et bon, ça, bah, du coup, pour vous, c'est quand même une sacrée valeur ajoutée vis-à-vis de vos clients. Et on va pouvoir booster les services financiers, développer son activité. Bah, là, toutes les cartes sont dans votre main pour proposer des nouveaux services que la digitalisation va pouvoir vous apporter. Bon, ça, c'est des petits retours qu'on a, nous, sur des ateliers qu'on a mis en place ou sur des outils de digitalisation qui ont été pu... Moi, je travaille surtout avec une entreprise en dématérialisation qui s'appelle la société Sileg, qui a pas mal de solutions de dématérialisation, qui est un peu le courtier de la démat, en fait, hein. Donc, voilà, ça, c'est des retours clients qu'on a pu avoir, eux comme moi. Et à la fin, Stéphane, on va peut-être arriver sur les premières dates. Alors là, j'ai mis les documents, donc la plaquette des quatre ateliers, hein, avec le détail par atelier, hein, tel que vous me l'avez transmis. Oui, Comme ça, les gens pourront le voir dans le support. Et au niveau des dates, voilà celles qui ont été proposées pour l'instant. Donc, comme je disais tout à l'heure, Anne étant très prise, on ne pourra pas commencer ces ateliers avant le début de l'année. Mais bon, je pense qu'il y a déjà un gros travail au sein des cabinets pour collecter les datas, segmenter les clients, faire signer les mandats, ou en tout cas peut-être suspendre un petit peu le choix de la PA avant même d'avoir vraiment réfléchi avec le client, pour certains d'entre eux, hein. Ça semble essentiel. Donc voilà, je pense que là, ce que vous avez pu comprendre, c'est que souvent dans le secteur, là aujourd'hui, quand on récupère des informations sur la facture électronique, sur son déploiement, sur plein de choses, on a essentiellement, hein, soit des institutionnels, donc le Conseil national ou la fédération qui s'occupe de tout ce qui est donc facture électronique, qui sont techniques, mais pas forcément eux-mêmes dans l'opérationnel face aux clients, hein. Donc,
Voilà, c'est une vision un peu différente. On a souvent, et vous avez souvent affaire aux éditeurs eux-mêmes ou aux banques qui viennent aussi essayer de tirer leur épingle du jeu. Mais souvent, les éditeurs ou les banques bah, elles travaillent pour elles. Hein, elles font passer leur. Déjà, elles mettent leur outil en avant, forcément, et elles mettent donc leur intérêt propre en avant. Et donc, ça, c'est pas forcément toujours l'outil qui va bien, ni pour vous, ni pour le client. Et puis, je pense que quelque part, ce que Anne peut amener, hein, vous l'avez compris, elle maîtrise très bien ces sujets-là. C'est vraiment ce côté très, très opérationnel, terrain et pratico-pratique. Et moi, j'ai pu en juger puisque on a fait mon audit il y a une dizaine de jours à peu près. Et c'est vrai que j'ai encore plus pris conscience du niveau de détail, de la finesse dans laquelle il faut rentrer pour faire un travail précis, propre et nécessaire pour que ça fonctionne bien et que les choix soient bons derrière, avant même de se mettre les doigts dans des outils. Hein, je pense qu'il faut prendre du recul et réfléchir vraiment à ça. Ce que j'aime bien aussi avec ce que propose Anne, c'est quand même c'est un conseil indépendant. Hein. Elle n'est pas là pour vous proposer à tout prix tel ou tel éditeur, telle ou telle solution, etc. Donc, elle va vraiment essayer de vous faire travailler dans l'intérêt de vos clients et forcément par ricochet dans l'intérêt de votre cabinet. Et puis, je pense que là aussi où elle peut vous amener, alors sur certains secteurs, l'a-t-elle précisé, il y a des secteurs, alors le bâtiment, ça tombe bien, c'est le secteur, je crois que c'est à peu près 20% des clients d'un cabinet, il me semble, hein, ou 15-20% des clients d'un cabinet, donc c'est un secteur très représenté dans la clientèle des experts comptables. Donc voilà, il y a quelques secteurs sur lesquels elle pourra vous aider plus que sur d'autres, peut-être, à creuser encore plus profond sur des spécificités vraiment très, très, très précise, très peut-être un peu complexe. Hein. Donc voilà, je pense que s'appuyer sur une vraie praticienne, ça peut avoir du sens pour vous aider, là encore une fois, à avoir une meilleure réflexion, un meilleur accompagnement et une meilleure réussite au service de vos clients. Et donc avec tous les gains qu'on a vus dans les tableaux précédents, hein, qui vont permettre à chacun, et le cabinet et le client, de fonctionner beaucoup mieux. Donc là, tous ces liens-là sont actifs. Hein. Dans le diaporama, vous pourrez cliquer dessus. Ce lien vous emmène sur un petit formulaire dans lequel vous pourrez inscrire vos données, hein, cabinet. Et à ce moment-là, on pourra vous rappeler, hein, pour organiser des sessions ensemble. Hein, évidemment, on vous indiquera toutes les modalités de ces ateliers-là, la tarification, comment ça se déroule, etc., etc. Je pense, Anne, qu'on peut le préciser, tout ça se fera en visioconférence, hein, par petits groupes. Oui, alors après, c'est vrai que c'est sur la région nantaise, aucun problème pour me déplacer, parce que bon, c'est ce que je préfère. Mais après, pour une matinée, autrement, oui, si c'est à plus d'une heure et demie de route, je préfère le faire à distance. Bien sûr. Beaucoup plus simple. Mm. Ok, donc voilà, donc ça sera entre 2 et 3-4 heures, on va dire, de chaque module, hein, par rapport au programme qu'on vous a montré juste avant. Alors, ce qu'on vous propose là, en fait, c'est vraiment les premiers, c'est la loi. Je vais vraiment commencer par ça parce que pour moi, c'est vraiment l'urgence, elle est un petit peu plus là-dessus. Et les cas d'usage viendront très vite, hein, derrière. Ça viendra très vite parce que ben, les grosses entreprises vont commencer déjà à émettre, voilà, à partir d'avril-mai, quand tous les tests vont être terminés par les plateformes, les premiers vont commencer à émettre. Hein. Donc, nous, en réception, si on peut recevoir avant le 1er septembre 2026, il va falloir qu'on puisse traiter également les données. Donc voilà, je vais les mettre en route assez rapidement derrière aussi. Alors, on a peut-être des questions qui ont été posées. Attendez, pardon, j'ai zappé des petites choses là ici. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on n'aurait pas Alors répondu? oui, il y avait la première de Jérôme. À la création d'une entreprise, sous quel délai doit-elle s'inscrire sur une PA?
Alors en fait, l'entreprise, tant qu'elle n'a pas de sirène, eh ben elle sera pas inscrite sur l'annuaire. Mais à partir du moment où elle va être inscrite sur l'annuaire et que donc elle aura son sirène, alors est-ce que ça va être instantané? Bah ça c'est les services administratifs, hein, ça je sais pas trop. Par contre, vous savez que maintenant ils ont voté des nouvelles pénalités hein, pour ceux qui ne souhaiteraient pas souscrire à une plateforme agréée. Donc, il y aura un premier avertissement. Et si au bout de 3 mois, l'entreprise n'a pas souscrit à une PA, il y aura une première amende de 500 euros. 3 mois plus tard, si elle n'a toujours pas souscrit, elle aura une amende de 1000 euros et ça sera répétable jusqu'à son inscription. Hein, donc, de toute façon, il y a un moment, il faut y aller. Ça simplifie quand même la vie de tout le monde. Et puis voilà, enfin, c'est dans l'ère de la digitalisation, hein. Hmm. Juste un petit complément, Anne, dans le cadre du kit, hein, je l'avais expliqué la semaine dernière et peut-être la semaine d'avant, on est capable d'aller sur l'annuaire, automatiquement sur l'annuaire de la facture électronique pour rechercher une entreprise, pour être sûr qu'elle figure bien dans l'annuaire, d'une part, et qu'elle est peut-être déjà, peut-être à votre corps défendant, une PA enregistrée. Alors, est-ce que c'est par une banque? Est-ce que c'est par un éditeur en direct? Est-ce que c'est je ne sais qui? En tout cas, ça, c'est inclus dans le kit avec un petit robot qui est capable de faire ce genre de travail. Donc, ça peut être utile de temps en temps de se rendre compte qu'il y a peut-être des clients qui vous ont un peu échappé dans le fonctionnement et qu'il va falloir un peu peut-être recaler, bien évidemment, en fonction des besoins. Bon, là, les différences, je sais pas, peut-être on a répondu tout à l'heure. Je sais plus si c'était la deuxième ou la troisième question. Il Il y a faut oublier, Frédéric autrement qui nous disait, mon client ne peut pas refuser ma facture, c'est calé avant. Alors tout bonnement, je peux vous dire que moi j'ai résilié mon abonnement avec un expert comptable. Il me faisait une facture mensuelle. Bon, bah, il l'avait arrêté puisque je clôture 31 août et donc il facturait mensuellement d'avance. Donc il l'avait arrêté. Et là, le nouvel exercice démarre. Je reçois une nouvelle facturation mensuelle pour l'exercice clos en 26. J'ai toujours pas changé d'avis, hein. Je suis partie de chez lui. Et en plus, il me débite. Donc là, tout bonnement, ben là, je vais refuser sa facture, quoi. Donc c'est un problème de gestion interne chez eux. Et oui, je peux refuser une facture même chez un expert comptable, en fait. Hmm. Ok. Est-ce Je que sais pas vous, si vous avez d'autres. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Anne tant qu'elle est avec nous? Et puis il va être l'heure, on va conclure avec mon dernier écran sur le programme de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, utilisez le chat et allez-y. Ou est-ce que ça a été très clair pour vous? Bon, de toute façon, on va vous envoyer donc le support. Vous aurez les liens nécessaires pour éventuellement vous inscrire et demander des précisions sur les différents ateliers qui vont arriver. Hein, mais moi, je vous engage très fortement, étant moi-même client récent d'Anne, du coup, à utiliser ces services parce que vraiment, c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Juste pour ma gouverne, est-ce que ça vous a apporté, c'est pareil dans les réponses ou dans le chat, est-ce que ça vous a apporté quelque chose, l'intervention qu'on a fait aujourd'hui? Alors, il y a Jérôme qui demande une facture erronée sur le tarif, par exemple, doit-elle être refusée? Quels sont les différents statuts? Alors non, il ne faudra pas qu'elle soit refusée, il faudra qu'elle soit mise en litige. Voilà. Le refus la différence entre les statuts, le refus engendre systématiquement la création d'un avoir chez l'émetteur de la facture. Que le litige, non, il y a discussion et le litige amène la création d'un avoir. Alors quand je dis que le refus amène la création d'un avoir interne chez le fournisseur avec le statut archive-only, alors que le litige, lui, la facture subsiste. Et il y a une demande d'avoir qui est relative au changement de tarif. Et donc, on reçoit l'avoir après. Et donc là, il y aura deux statuts de cycle de vie à gérer pour dire j'ai reçu la facture, je l'ai payée, j'ai eu mon avoir, j'ai payé aussi parce que je suis en compensation. Mais du coup, voilà, ça ne sera pas un refus, ça sera une mise en litige. Et après, il y a de grosses subtilités sur les différents statuts. C'est pas l'objet du webinaire. Vous pouvez venir me rencontrer, tout ça. Je pourrais vous expliquer tout ça. Oui, si je me souviens bien, vous aviez dit que c'était quand même un peu une usine à gaz, ces Bah, il statuts-là. faut rentrer dans le sujet. Ouais, et ça, je pense que pour les clients, encore une fois, pas trop rigoureux. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas utiliser tous les statuts. Ouais, ouais.
Ok, y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à la poser. Il vous reste encore 1 ou 2 minutes. Et Euh, vos retours sur le contenu du webinaire aussi, là, si ça peut être intéressant pour nous. Stéphane, je vous laisse finir. bon, on va. Alors, la semaine prochaine, on va enchaîner sur l'actualité de l'IA, qui, comme je vous l'ai dit, c'est assez monstrueux tout ce qui sort en ce moment. On se rend compte que bon, il y a eu d'énormes évolutions fin 2024, début 2025 sur tout ce qui était vidéo, par exemple. Bon, sauf que la vidéo, c'est pas très très utilisé dans les cabinets, sauf peut-être à des fins marketing par un petit nombre d'entre vous. Par contre, ce qui a énormément explosé, et nous, on est en plein dans ce marché aujourd'hui avec notre partenaire de RPA, Factory 456, hein, c'est qu'on est sur tout ce qui est agent IA et robots de RPA, ainsi que des robots d'appel client qu'on est en train de sophistiquer à un niveau que vous n'imaginez même pas, puisque vraiment, ça devient vraiment très, 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 très qualitatif. Et même moi, je vais lancer un test. Je vous le dis d'ailleurs, il n'est pas impossible que vous soyez appelé par mon propre robot prochainement. Voilà, et les gens qui sont venus nous voir au congrès de Lyon dernièrement feront partie peut-être des appelés, hein, si tant est qu'ils nous aient laissé leur numéro de portable. Donc ça, ça a été un peu comme on dit, la hype de l'année 2025. Et là, ce qu'on voit arriver sur cette fin d'année 2025 et 2026, c'est de plus en plus des LLM ou des IA génératives qui jouent un peu le rôle comment dire, d'un navigateur. Hein. Donc, bah, on a eu très longtemps. On a eu Google, Chrome ou d'autres qui ont été dominants pendant pas mal d'années. Et là, aujourd'hui, que ce soit OpenAI, Claude, Perplexity, etc., d'autres sont en train de créer un peu le même style de choses, c'est-à-dire que c'est des outils qui vont être un mix entre une plateforme de recherche et des agents qui vont être capables de travailler par-dessus vos recherches pour vous donner des compléments d'information, pour vous aider à prendre des décisions, pour lancer des actions, etc. Donc en fait, on est en train d'aller vers des sortes d'écosystèmes dans lesquels vous allez aussi brancher vos outils de façon à ce que l'IA soit capable d'aller lire un certain nombre de choses un peu partout. Euh, Ça va être très intéressant. Ça va être aussi peut-être dangereux en termes de confidentialité, donc il faudra y aller peut-être progressivement, mais là, je vous fais confiance pour y aller doucement. Ça, vous savez faire. Il n'y a pas de problème. Ceci dit, sans être sarcastique, mais je sais que vous êtes toujours très, très prudent par rapport à la confidentialité des données et par rapport à tous ces sujets-là, à la sécurité. Mais c'est vraiment une évolution très forte qui est en train de se produire. Et là, tout le monde, que ce soit Google, que ce soit Perplexity, que ce soit Anthropic, donc Claude, que ce soit OpenAI, donc ChatGPT, et encore d'autres, peut-être Mistral ou d'autres, sont très majoritairement en train d'aller vers des outils avec des écosystèmes qui se branchent avec des agents qui se branchent en forme de moteur de recherche. Et donc, c'est une évolution énorme, je dirais, de la recherche sur Internet et de toutes les capacités de l'IA hein, qui vous sont données en connexion avec de plus en plus avec vos outils. Hein, on a beaucoup parlé déjà depuis plusieurs mois du protocole MCP hein, qui va devenir l'équivalent d'une super API universelle quasiment. Donc ça veut dire que là, on se retrouve avec des choses qui sont assez gigantesques hein, en termes d'évolution. Donc je vais aborder ça la semaine prochaine. Hein, on va commencer à voir à quoi ça ressemble tout ça, comment les cabinets pourraient éventuellement commencer à mettre un petit pied là-dedans, à s'en servir, à voir ce que ça donne, ce que ça peut leur apporter. Hein, et puis sachez que nous, on poursuit nos missions dans de nombreux cabinets dans toute la France en ce moment. Je dois vous dire que les collaborateurs sont très enthousiastes hein, par rapport à ce qu'on leur montre, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que quand on leur parle de RPA, hein, qui rentre dans les logiciels, qui fait le boulot dans les logiciels, quand on parle d'agents IA qui organisent toutes sortes de choses dans le cabinet, prendre des rendez-vous, appeler ou recevoir des appels, etc., etc., on pourrait imaginer que tout le monde prend peur et tout le monde se dit, oh là là, c'est dangereux pour mon poste de travail.
Eh ben, pas du tout. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des petites réserves, et notamment au début du séminaire, quand on commence à parler de tout ça, bah, les gens, ça les interpelle quand même, hein, évidemment, mais ils se rendent compte très vite que ça va être plutôt à leur profit pour travailler mieux et aller vers autre chose, et peut-être pas stagner pendant des années à juste aller pleurer chez le client pour récupérer des pièces comptables ou des choses comme ça, et qui vont pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes. Et je pense aussi que ça va changer la face des cabinets. On l'a évoqué avec Anne tout à l'heure quand on parlait de gains de temps et de capacité à aller vers de nouveaux services, de nouveaux conseils, etc. C'est clair et net que la conjugaison facture électronique et IA va vous donner des super pouvoirs pour faire des choses beaucoup plus intéressantes pour vos clients. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, il faut rester dans le jeu. Il faut accepter de tester un peu et de perdre un peu de temps parce que de toute façon, si vous perdez pas de temps à un moment donné pour en gagner, vous n'en gagnerez jamais. Voilà. Et même un Arthur Valère, dont on a parlé tout à l'heure, l'a dit il y a quelque temps, je ne sais plus dans quel webinaire, il disait, bon, je suis pas très sûr que dans un outil de compta, sur la partie appro, tenue, etc., TVA, on ait la capacité de faire gagner beaucoup de temps au cabinet par rapport à tout ce qui existe depuis 5 ou 10 ans ou 15 ans, hein. Mais par contre, ce dont il est sûr, c'est que ça peut permettre d'aller vers justement plus de valeur pour les clients. Et donc, c'est quand même l'avenir des cabinets qui se trouve là. Donc, voilà, il faut rester curieux, rester en veille. Il faut tester, hein. Il ne faut pas hésiter à tester, se planter un peu, perdre un peu de temps aussi. Pas attendre le produit miracle qui fait tout et qui va s'arrêter d'évoluer, parce que ça n'existera jamais, hein. Et donc, voilà, il faut investir un peu de temps là-dedans pour ne pas se laisser totalement décrocher. Moi, je me rends compte quand même qu'il y a une fraction des cabinets français aujourd'hui qui commence à être très, très, très largués par rapport à l'IA. C'est-à-dire des gens qui ont à peine compris ce qu'était un prompt et comment on pouvait s'en servir. Là, je me dis que là, c'est la préhistoire par rapport à l'IA générative d'il y a déjà 3 ans en arrière. Et 3 ans avec l'IA, c'est plutôt 30 ans que 3 ans, quoi. Donc, vraiment. Faites l'effort de faire cette veille-là, faites l'effort de tester, hein, voilà, et puis de donner aussi des outils à vos collaborateurs. Il faut aussi ben, les encadrer parce qu'ils peuvent faire aussi des bêtises, hein, on le sait bien. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en batterie. Il faut que le cabinet ait une charte. Il faut que le cabinet ait un fil rouge conducteur qui fait qu'on progresse, on évolue au fil du temps et on a des indicateurs qui permettent aussi de voir la montée en puissance du cabinet dans l'IA. Faut pas jeter un produit comme ça au milieu du jeu et puis dire, bah écoutez, amusez-vous avec ça parce qu'il en sortira rien, ou plutôt des bêtises et pas des choses constructives. Mais par contre, il y a vraiment un travail considérable à faire. Et je vous le dis, je vous le répète, vos collaborateurs sont très en attente de ces outils-là. Et je pense que c'est ce qui changera totalement, si un jour ça doit le faire, l'image des cabinets d'expertise comptable, c'est que vous modernisiez à un point important toutes les pratiques au sein du cabinet pour arriver vers des prestations qui seront d'un autre niveau et qu'attendent la plupart de vos clients aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est notre programme de la semaine prochaine. Je tenais à remercier grandement Anne pour sa prestation là aujourd'hui, hein. Moi je trouve ça très intéressant. Alors évidemment, elle n'a pas dévoilé tous ses secrets, vous imaginez bien. Tout comme vous, vous donnez pas le secret de vos bilans ou de vos consolidations ou de vos prévisionnels, hein. Donc à un moment donné, voilà, faut payer vraiment pour voir un petit peu quand même, un petit peu mieux. Mais je vous dis, faites-le parce que je vous le conseille, moi, en tant que client, même aujourd'hui. Je pense que vous en serez très satisfait parce que ça vaut vraiment le coup. Et je vous dis, il y a tout un travail préparatoire à faire en ce moment que je vous ai déjà rappelé tout à l'heure. Faites-le rapidement pour pouvoir passer à la phase active et à vous infuser toute la pratique opérationnelle d'Anne. Et vous verrez que ça va vraiment extrêmement bien se passer pour votre cabinet et surtout au bénéfice de vos clients. Voilà, Anne, je ne sais pas si vous vouliez dire un dernier mot pour conclure cette session. Il faut remettre votre micro parce que là, vous êtes en... Excusez-moi, j'ai toussé un peu.
D'abord, merci Stéphane donc, pour l'invitation. Puis bah, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur le côté pratique. Comme disait Stéphane, moi, c'est vraiment le côté opérationnel que je mets en avant. Donc bah, voilà, comme l'a dit Stéphane, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez former des collaborateurs, des clients ou autres. Bah, vous pouvez revenir vers Stéphane, il n'y a pas de souci. Voilà, et je Les répète, ateliers. pour compléter aussi ce que disait Anne tout à l'heure, parfois, il n'y a pas besoin de faire une révolution dans vos outils actuels, mais peut-être plutôt de chercher à compléter ce que vous avez par des choses qui pourront gérer toute la chaîne de démat qui va en support de la facture électronique. Donc là, Anne travaille en étroite coopération avec une autre société. Et je pense que peut-être aussi ça mérite le détour pour voir s'il n'y a pas moyen de pas forcément faire une migration totale d'éditeurs de compta, par exemple. Il y a peut-être moyen de faire les choses autrement. Hein. Donc, comme je sais que vous êtes nombreux à rechercher des solutions entre je migre ou je migre pas, ou je migre que dans un an ou deux ou trois, etc. Ben là, il y a encore une solution alternative qui peut être je migre pas forcément, mais par contre, je mets des outils complémentaires de démat, mais des outils plus sophistiqués que ce que vous avez eu depuis longtemps. On ne parle pas seulement d'OCR, de facture d'achat, ou de choses comme ça, mais on parle après de choses un peu plus complexes et un peu plus complètes. Mais voilà, pensez qu'il y a aussi cette troisième filière-là qui peut être également intéressante. Et là, n'hésitez pas à en parler à Anne, parce qu'elle saura vous aiguiller vers une société tierce pour parler de tout ça. On peut vraiment regarder en fait tous vos process actuels et puis après vous dire ben voilà vos axes d'amélioration et après on y va étape par étape hein. Vous commencez par la démat avec la réception des factures, la gestion des cycles de vie puisque bah ça c'est vraiment je dirais l'urgence et après comme je disais tout à l'heure vous améliorez les process et vous emmenez peut-être par secteur d'activité sur les commandes que vous proposez à vos clients de poser dessus. Vous ça va vous allez voir vous allez avoir un gain de temps super génial et puis après ben vous passez pareil sur la même chose pour les frais généraux. Et là, vous verrez, enfin, franchement, il y a des choses qui existent, qui sont vraiment très, très intéressantes au niveau de la comptabilité. Et puis vous, pour vos clôtures aussi, quoi. Bon, bah écoutez, Anne, on a réussi avec nos deux voix presque intactes. Donc, on n'a pas couru à finir iPhone, c'est la déformation là, iPhone complètement. Donc, bravo et merci aux petites tisanes qui nous supportent en ce moment. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir été nombreux encore aujourd'hui. Merci encore une fois à Anne. Et puis je pense que de toute façon, on aura des pistes de coopération avec Anne dans les mois qui viennent. Donc on va évidemment rester en contact pour tous ces sujets-là. Je vous dis à très bientôt à tous. Portez-vous bien, bon week-end et puis à bientôt. Au Merci à revoir. tous, au revoir, bon week-end.